Bonjour à toutes et à tous. Du coup, revue de la DIA 8, revue qui a nécessité pas mal de recherches parce que la DIA et le cours en lui-même est plutôt incomplet. Vraiment, et je l'ai trouvé très difficile à comprendre personnellement. Vous aurez également joint dans le document que je vous enverrai le vocabulaire. Et les personnages que je trouve importants pour les deux DIA du XVIIIe siècle. Commençons sans plus tarder. Navré s'il y a du bruit de fond. Donc là on parle du XVIIIe siècle. Alors Louis XIV, lui, il était roi jusqu'en 1715, puis ce fut le tour de Louis XV, dit le bien-aimé, qui poursuivit les réformes entamées jusqu'en 1774, et ce fut ensuite le tour de Louis XVI, qu'on parlera ici. Aussi, pour citer les sources, du coup, j'ai pris des notes, j'ai pris les DIA, j'ai regardé des sources sur internet pour savoir les définitions des mots, et merci encore à Manon Marraine pour le partage de ces notes, que j'ai de façon écrite en face de moi, pour la compréhension du cours. Sinon, j'aurais absolument rien compris à la plupart des diapositives, donc merci encore à elle. Pour lui envoyer un petit cœur par message, ça lui fera plaisir. Elle comprendra pas parce qu'elle ne sait pas, mais merci à elle. Du coup, alors, comment s'organise la société, donc surtout en France? Au début du XVIIIe siècle, la société est hiérarchisée en états, ou ordre de noblesse, clergé ou tiers-état. Donc la noblesse, on parle de ceux qui font la guerre, et le tiers-état, alors qu'est-ce que le tiers-état? C'est un terme qui désigne, sous l'Ancien Régime, l'ensemble des roturiers, tous les hommes libres, à l'exception des serfs, qui n'appartenaient pas aux deux ordres privilégiés, donc noblesse et clergé. Donc les non-nobles et les gens ne faisant pas partie de l'Église. Donc il y a la noblesse, l'Église et le tiers-état, donc ceux qui sont en dehors de cette catégorie. Dans le tiers-état, nous avons plusieurs sous-catégories. Donc c'est ceux qui travaillent, donc ils ont des statuts différents. Nous avons du plus fort, entre guillemets, du plus riche au moins puissant, au moins riche, bourgeois, paysans aisés, paysans pauvres, artisans, domestiques, mendiants et pauvres. Il y a à cette époque-là des tensions sociales entre l'ordre traditionnel de la noblesse, donc les privilèges, et l'ordre social nouveau, où la bourgeoisie joue un rôle économique prépondérant. Donc la bourgeoisie, elle fait partie du tiers-état, donc elle contribue aux tensions qui mènent à la Révolution française. Alors, là, ici on parle de deux choses différentes, ordre traditionnel et ordre social. Mais, vous voyez, il y a noblesse et bourgeoisie. Et ça, c'est un truc que je ne savais pas. C'est qu'en fait, il y a une différence entre les deux. Enfin, je n'avais pas marqué cette différence auparavant dans ma vie. Et en fait, la bourgeoisie, c'est un rang acquis grâce au métier exercé ou à la fortune. Donc les riches, c'est-à-dire que la noblesse, ce sont les personnes qui ont un titre obtenu de naissance. Donc on ne peut pas devenir noble, mais on peut devenir bourgeois. Donc dans les bourgeois, nous avons les médecins, les avocats et les commerçants. Et la noblesse, il y a ceux qui ont un titre de naissance qui n'ont que ça, et ils ont évidemment les richesses qui sont issues de ce titre qui arrivent comme ça. Donc c'est vraiment naître avec une cuillère dorée dans la bouche pour la noblesse. Donc on parle ici d'ordre traditionnel, donc les noblesses qui veulent garder leurs privilèges, et l'ordre social nouveau, les bourgeois qui gagnent de l'argent, qui ont un très gros rôle économique à ce moment-là, et qui demandent à avoir une place au pouvoir. Il y a également une division du clergé. Alors le clergé, c'est l'ensemble des associations religieuses. Le clergé est divisé, parce qu'ils n'ont pas les mêmes avis, suite à l'affaiblissement du pouvoir de l'Église à cause des guerres entre les catholiques et les protestants, donc comme la guerre de 30 ans par exemple, les guerres de religion. Les tensions entre ces trois-là déboucheront sur la Révolution, qui sont la Révolution française. Vous verrez dans le vocabulaire la Révolution française ici, pourquoi, etc. Donc en gros, les Français réclament plus d'égalité et plus de liberté, alors que la noblesse et l'Église veulent garder leurs privilèges. Le roi n'annonce pas les mesures attendues, du coup la Révolution commence. Donc, l'ordre social nouveau veut du pouvoir, la traditionnelle veut le garder, le roi ne dit rien, et du coup l'ordre social nouveau, le tiers-état, attaque l'ordre traditionnel et la noblesse. C'est comme ça que les révolutions françaises commencent, parce qu'ils veulent du pouvoir. Ils en ont marre d'être les victimes, et ça se comprend. À cette époque-là, du coup, il y a le développement de la bourgeoisie, il y a une mise en avant de l'individu et de la propriété individuelle. Donc c'est surtout dû à la réforme protestante. Il y a l'émergence du protestantisme qui avait contribué à créer la notion individuelle, de par le rapport individuel de l'homme à Dieu, au lieu de passer par l'homme, prêtre et Dieu. Donc il y avait
une personne en moins à passer dedans pour avoir accès à la religion, ce qui fait que c'est devenu plus individuel. Et il y avait du coup une conséquence suite au développement de la bourgeoisie sur la vie des campagnes, parce que les bourgeois s'installaient dans la ville, et parce que c'est là où il y avait le plus de commerce, et c'est là où il y avait les universités. Avant 1750, du coup, il y a l'accroissement de la misère. On parle de disette et de famine. Alors la disette, qu'est-ce que c'est? C'est un manque de vivres, et il y a un taux de mortalité très important, avant 1750 du coup. La population est désœuvrée, c'est un très grand contraste par rapport à l'Angleterre où l'industrialisation avait déjà commencé. Quand on dit désœuvrés, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'œuvre, qu'ils n'ont pas de travail. Donc on parle ici des oisifs, comme on a parlé auparavant. Donc les personnes qui sont concernées par les enfermements du siècle dernier. Donc désœuvrés, pas de travail. Après 1750, il y a des très grands progrès agricoles qui fait qu'il y a une amélioration des conditions de vie, il y a un accroissement des richesses qui touche principalement la bourgeoisie commerçante et pré-industrielle, parce qu'ils deviennent de plus en plus riches et revendiquent leur place au pouvoir. Pour ça qu'il y a eu la Révolution française. Alors, je fais des très gros raccourcis, c'est plus compliqué que ça, la Révolution française, mais on n'en parle pas dans le cours, donc je ne vais pas aborder ce sujet. Il y a une augmentation de l'espérance de vie, du coup, vu que les conditions de vie, l'hygiène, donc, est améliorée. On parle du coup, à cette époque du XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. C'est là où il y a eu des grands rôles au niveau des penseurs, les personnes qui pensent. Il y a eu très grand rôle et importance de l'encyclopédie. Il n'y a pas de document écrit dans le cours à ce sujet, donc j'ai fait mes recherches. Donc c'est d'Alembert et Diderot, et ainsi que Voltaire, Rousseau et Montesquieu qui ont aidé à faire l'encyclopédie. Alors, l'encyclopédie, c'est un recueil de toutes les connaissances du monde, et donc ce recueil, ce travail effectué pour assimiler toutes les connaissances dans un ouvrage ou dans plusieurs tomes, ça fait que les gens ont de plus en plus de connaissances, qu'ils ont plus accès à la connaissance, et du coup, la raison, la réflexion, l'intellect ou la connaissance, ça tend à remplacer le dogmatisme, les croyances et les religions. Donc le renouvellement des connaissances passe de la religion à l'intellect. Ce qui veut dire qu'avant, les gens n'avaient tellement peu de connaissances sur le monde qu'ils se fièrent à la religion comme la seule et unique source de vérité. Alors que maintenant, on leur donne une autre source. Donc les gens ont tendance à aller dans une source qui leur donne plus de choses et plus d'intérêt, peut-être. Donc c'est ce qui fait que la raison, suite à l'encyclopédie, remplace les croyances. Donc il y a un déclin en plus, un déclin de la religion, surtout que, comme dit plus haut, le clergé commence à se diviser suite aux guerres des 30 ans, ce qui rendait les religions de moins en moins crédibles. À cette époque, du coup, il y a une idée de progrès, une idée d'égalité politique, et il y a une grande place donnée à l'éducation dans l'intérêt de l'individu comme dans celui de la société. Alors, il y a un changement de paradigme à cette époque-là. Donc, qu'est-ce que paradigme? Un paradigme, c'est en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Donc, en gros, il y a un changement de vision dont on voit le monde. Dans le discours préliminaire de l'encyclopédie d'Alembert, d'Alembert expliqua les motivations de l'immense travail entrepris par l'équipe des encyclopédistes. Il critiqua sévèrement les abus de l'autorité spirituelle de la condamnation de Galilée par l'Inquisition, donc c'est un ordre religieux, en 1633 en ces termes. Alors voilà, Galilée qui c'est? C'est celui qui a confirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Parce qu'à l'époque, Aristote, selon lui, la Terre, c'est l'axe central autour duquel tournent les autres astres. Donc, un peu de notre vision à nous, c'est le Soleil. Et c'est la vérité, vu qu'il y a eu d'autres travaux par derrière, mais à cette époque, tout le monde croit que la Terre est au centre, parce que, vous savez bien, l'humain, il est au centre de toute chose, c'est tout ce que tout le monde croit, du moins. Et du coup, les autres choses tournent autour, donc c'est pas la Terre qui bouge, mais le Soleil. Et du coup, lui, Galilée, il vient dire, en observant que les étoiles tournent autour de Jupiter, il vient dire, ah bah non, en fait, la Terre, c'est elle qui tourne autour du Soleil. C'est le Soleil, l'axe central. Et du coup, le tribunal condamna Galilée pour avoir soutenu le mouvement de la Terre et le déclara hérétique. C'est ainsi que l'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence, et peu s'en fallut, on ne défendit au genre humain de penser. Du coup, on interdisait la pensée et on voulait rester dans ce qu'on était. Et du coup, pour info, dans mes recherches, Galilée a été jugé pour ça. Je ne sais pas la sentence qu'il a eue, mais on l'a condamné au silence, il devait se taire pour sa survie.
Et du coup, il a dit « et pourtant, elle tourne », en chialant. Et c'est un mot qui est souvent utilisé quand on parle du Galilée. Voilà, je vous le place quand même au cas où. Jules Michelet qui dit que l'encyclopédie est un livre puissant, quoi qu'on ait dit, qui fut bien plus qu'un livre, la conspiration victorieuse de l'esprit humain. Donc la pensée prend un grand tournant. Des images concernant ceci. Deuxième chose importante, Rousseau. On parle de Rousseau ici. Alors, qui c'est Rousseau ? Rousseau, c'est Jean-Jacques Rousseau qui est né le 28 juin 1712 et il est mort à Genève le 2 juillet 1778. C'est un écrivain, philosophe et musicien genevois. Alors, Jean-Jacques Rousseau, donc 1712-78, il a fait 2 écrits. Il a fait Émile ou de l'éducation, ainsi que le constat social, qui ont été publiés tous les deux en 1762. Malheureusement, le destin de ces livres ont été condamnés, comme l'auteur qui a été également condamné, parce que leurs idées politiques étaient trop révolutionnaires. Je vous conseille de lire du coup le document, qui est, de toute façon on va en parler vite fait plus loin, qui est celui-ci, Snyders, la pédagogie en France au XVIIe et XVIIIe siècle, Rousseau. De toute façon il fallait le lire auparavant pour une autre dia, très facile à lire, et en fait, vous verrez bien qu'il avait des idées extrêmement révolutionnaires par rapport à son époque, et que même maintenant, nous avons des pensées similaires par rapport du coup au XVIIIe siècle, donc 1700. Donc plus de 300 ans après, on a encore ces idées similaires, alors que l'éducation a changé énormément, et a beaucoup évolué. Donc dans l'Émile ou les nouvelles de Rousseau sur l'enfant, l'éducation, donc Rousseau, à cette époque-là, il essaie de concrétiser son projet éducatif, et ça concrétise les changements de la société en termes éducatifs liés au changement, j'ai écrit liés bien sûr, je vais corriger, voilà, liés au développement de la bourgeoisie. Parce que les bourgeois étaient des personnes davantage savantes, si je puis dire. Du coup, on leur donnait plus de pouvoir. Donc les idées de Rousseau dans l'Émile concrétisent un changement en cours des mentalités liées au développement de la bourgeoisie. Autrement dit, Rousseau n'invente pas tout. Il rassemble plusieurs autres documents de son époque qui ont la même pensée. Dans le plan du livre, qui est dans le portefeuille de documents à la page 42, est basé sur l'observation de l'enfant, de la sensibilité naturelle à l'éducation intellectuelle et sociale. Le but, c'est de former un homme libre. Le but est l'émancipation de la liberté politique, surtout dans le contexte de la Révolution française de 1789. Le moyen est de le laisser être libre, c'est-à-dire respecter la liberté de l'enfant, ce qui ne veut pas dire satisfaire ses caprices. Et ce qui est également du coup de traiter l'enfant comme un égal. Alors Rousseau lui propose un modèle éducatif progressif qui fonctionne par paliers. Il propose plusieurs chemins éducatifs en fonction des âges et des capacités. Chez Rousseau, par contre, l'enfance, elle dure plus longtemps, parce qu'on la connaît aujourd'hui, parce que nous avons d'autres catégories différentes de celles de Rousseau. Le plan du livre, du coup, qui est juste qui est juste ici. Donc, par exemple, livre 1, l'âge de la nature, le nourrisson, et on nous donne plusieurs, donc c'est la table des matières, si je devrais dire. Donc, l'âge de la nature, de 2 à 12 ans, puer, parce que ça fait de puritas, donc pureté, de 2 à 12 ans, c'est la pureté. Et après, l'éducation corporelle, préceptes de l'hygiène, etc. Donc, là, on parle des préceptes de l'hygiène dans les Émiles, par exemple. J'ai pris quelques trucs au hasard. Et en fait, il faut savoir que l'hygiène, on en parle surtout au 18e, 19e. Donc il était en avance sur son temps, de plutôt loin quand même. Du coup, il parle de plusieurs choses, etc., que je vous laisserai regarder. Donc, voilà le BG, là, Rousseau, ses livres. Rousseau justifie par la rédaction de cet ouvrage et par l'absence d'ouvrage qui, selon lui, traite de l'enfant en tant qu'enfant. En effet, ceux qui l'ont précédé cherchent toujours l'homme dans l'enfant, sans penser à ce qu'est l'être d'homme, est-ce que d'être homme, et passe à côté de ses caractéristiques essentielles. Il manifeste son projet philosophique en écrivant que la littérature et le savoir de notre siècle tendent beaucoup plus à détruire qu'à édifier. Il appelle les mères qui éduquent les enfants à s'en occuper au plus tôt. Il cultive, arrose la jeune plante, oui, avant qu'elle meure, ses fruits feront un jour tes délices.
donc dans le texte, du coup de Snyder, ici, non, pas là, juste ici, dans ce texte-là, les synthèses de rapport de Rousseau en matière d'éducation. Donc Rousseau, psychologue, c'est une nouvelle conception de l'enfance. Il y a devenir et perfection. L'enfant est un être spécifique et paraît parfait en lui-même. Il faut cesser de le comparer à l'adulte parce que les enfants ne voient pas le monde de la même façon que nous et ne peuvent donc pas faire la même chose ou avoir la même vision que nous. C'est normal. L'enfant a son équilibre propre dans une dynamique de devenir, un équilibre dont il faut respecter les besoins pour atteindre la maturité de l'enfance et être apte au bonheur. Je vous invite à lire, tout de même pour ça que je vous invite à lire le texte de Snyder, qui est très très intéressant. Il n'y a que 4 pages, vous en faites pas. Toujours de psychologue, le bonheur actuel. Alors l'enfant, lui, joue du moment présent. Il se préoccupe pas du lendemain, ou alors peut-être du lendemain, mais pas de dans un an je vais faire quoi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Non, il est oh demain je vais faire ça, oh aujourd'hui je fais ça. Et du coup, en cela, il devient le modèle du bonheur. Donc même pour un adulte, il devient le modèle du bonheur. C'est un être qui atteint facilement le bonheur, il est beaucoup mieux que l'adulte à ce niveau-là. Parce que l'adulte est toujours à se tracasser de problèmes qui ne sont pas encore là, qui ne sont même pas encore envisagés. Il y a la négation du péché originel, donc c'est le point de vue religieux du coup, que l'enfant homme est bon par nature, et qu'il faut faire confiance à cette nature. Parce qu'en réalité, c'est la société qui corrompt l'homme, et pas la nature. La corruption va de l'extérieur de l'être, donc il n'y a pas de péché originel. C'est que l'enfant n'est pas pécheur. L'enfant devient pécheur. C'est la différence. Rousseau pédagogue, notre monde est bon et corrompu, contre la vision des moralistes traditionnels qui voyaient l'enfant comme une sorte de pervers à corriger. Rousseau affirme donc la bonté originelle. Comme je viens de vous le dire, le mal vient de la société. Pour lui, l'enfant doit donc être dégagé du poids négatif de la société. Toutes les opinions le conformisent. Il y a un changement signifiant à l'époque précédente, au XVIIe siècle, où l'enfant est marqué par le péché originel, donc les visions religieuses. L'enfant doit être élevé dans des lieux clos, loin des adultes, dans des écoles religieuses, parfois pour être formaté, comme dans les écoles religieuses à l'époque. L'enfant est libre et l'enfant surveillé. Il faut laisser l'enfant libre de ses mouvements spontanés en n'intervenant pas à mauvais escient, tout en le plaçant dans un contexte sécurisant avec les limites liées à sa réalité. Donc il ne faut pas lui faire faire des choses pour lesquelles il n'est pas prêt. Rousseau pédagogue, une nouvelle conception de l'éducation. Austérité et joie dans l'éducation. Rousseau, lui, il prône une confrontation sereine de l'enfant à la réalité et à sa nécessité. Celui-ci n'a pas besoin qu'on lui insuffle des craintes imaginaires. Il pourra le vivre pleinement dans le présent et affronter les situations qu'il y vit. Donc on laisse l'enfant se confronter au réel qu'il vit, aux problèmes qu'il vit. On ne va pas le confronter à une réalité qu'il ne vit pas. C'est-à-dire que l'enfant, son problème, c'est qu'il n'a pas assez mangé. Donc on le laisse gérer son problème qu'il n'a pas assez mangé. On ne va pas le confronter au problème qu'il n'a pas de travail. Parce qu'on s'en fout. Genre c'est un enfant, il n'a pas besoin d'avoir de travail. Donc on va pas lui dire hey, t'as pas de travail, t'as pas de voiture, t'as pas les allocs, c'est pas son problème ça. On le confronte au problème qu'il doit vivre maintenant. Il a pas de sucette, c'est son problème. Mais par contre, on va pas lui dire hey, ton sucette, ça me coûte 50 balles. Mais non, c'est pas son problème, c'est le tien. Du coup, faut pas lui insuffler des problèmes qui n'est pas le sien. Le réel a ses propres contraintes, donc ce qu'il vit, ce qui induit des frustrations, et ce qui va faire que l'enfant va se dire comment est-ce qu'il accepte ses frustrations. Si l'enfant a appris ça, il sera à jamais inactif. Il ne saura se limiter au réel, au présent, à la situation qu'il doit réellement affronter au lieu de se tracasser pour des problèmes inexistants. Donc, par exemple, moi maintenant, mon problème, c'est de réussir mon examen. Je ne dois pas me tracasser de comment est-ce que je vais trouver un job après. Non, mon problème maintenant, c'est de ne pas savoir faire l'examen. Pourtant, j'y pense. Alors qu'un enfant ne devrait pas y penser au travail après. Il devrait penser au problème de maintenant. Et c'est ce qui fait qu'il va savoir gérer ses frustrations sur le moment présent. C'est très important. Et c'est ça que maintenant dans la société, avec un regard extérieur, on se dit que beaucoup trop d'enfants ont dû gérer des problèmes qui n'étaient pas les siens. Et qui fait qu'ils pensent toujours au futur beaucoup trop loin et qu'ils ne vivent pas le moment présent. Du coup, ça fait qu'on gâche sa vie à rien faire. Enfin, à stresser. Et voici donc bibliographie, Wikipédia, voilà. J'espère que vous avez compris. Et du coup, n'oubliez pas qu'il y a
le vocabulaire et les personnages qui sont joints. Je vous retrouve du coup pour la dia 9.